Vous voyez cette maison? Elle n'a rien d'accueillant a priori. Mais vous savez ce qu'on dit, l'habit ne fait pas le moine. Sauf que, dans ce cas, ça marche pas vraiment. Parce que cette bâtisse fait peur non seulement de l'extérieur, mais dedans c'est encore pire. C'est d'ailleurs ce qui se trouve dans le bâtiment qui va conduire à l'une des traques les plus longues et les plus rocambolesques des États-Unis. Alors accrochez-vous parce que je vais vous parler d'une affaire qui fait encore du bruit en 2025. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle qui va vous mettre sur les nerfs. Mais juste avant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Après la fin d'une relation ou un divorce, on a souvent cette envie de tout recommencer à zéro. On se dit qu'on a appris de nos erreurs, qu'on va mieux choisir nos fréquentations la prochaine fois. Et qu'on va reconstruire quelque chose de sain. C'est un processus normal, voire même salutaire. On reprend confiance en nous-mêmes, on réorganise nos routines, on se fait de nouveaux amis ou on reconnecte avec ceux qu'on avait déjà. Ou alors on s'enferme dans notre chambre pour cumuler 2000 heures de jeu sur LoL et sentir le foin. C'est une option aussi, hein. Ah, ça va. Ça va. Bon, c'est exactement dans cette optique que se trouve Catherine Beuter-Blauvelt à l'automne 2016. À 22 ans, la jeune femme est en cours de divorce des suites d'un mariage éclair qui s'est soldé par une rupture amère en début d'année. Et elle commence à retrouver ses marques. Le 24 octobre 2016 s'annonce d'ailleurs comme une journée tout à fait ordinaire dans sa nouvelle vie. Cathy, comme l'appellent sa famille et ses amis, se lève ce matin-là dans la maison de sa mère à Simpsonville, en Caroline du Sud, où elle est revenue vivre après sa séparation. Après son retour, elle s'est fait de nouvelles connaissances et a même trouvé un travail qui lui plaît vraiment. Depuis plusieurs mois, Cathy travaille dans une animalerie PetSmart située à Greenville, à quelques kilomètres de Simpsonville. Pour cette passionnée d'animaux depuis l'enfance, c'est un boulot de rêve. Elle s'occupe des clients et les conseille tout en passant ses journées entourée de chiens, de chats, de poissons et d'oiseaux. Ce 24 octobre donc, Cathy suit sa routine habituelle. Elle arrive à l'animalerie vers 9h du matin, enfile sa veste aux couleurs de l'enseigne et débute sa journée de travail. Cathy accueille les premiers arrivants avec un grand sourire, une jovialité naturelle qui fait que tout le monde l'apprécie. Sûrement parce qu'elle est sincère, elle, pas comme nos chers politiques. Ils sourient eux aussi, mais c'est parce qu'ils se foutent de nous et ça les fait rire. Bref, pour ses collègues comme pour sa famille, elle a l'air d'avoir enfin tourné la page sur sa douloureuse séparation. Elle parle de projets d'avenir et envisage même de faire une carrière dans le secteur animalier. Il est environ 14h15 quand Cathy quitte son poste. Comme tous les jours, elle salue ses collègues, prend ses affaires et se dirige vers le parking où est stationnée sa voiture. Un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h17 précisément, Cathy prend un selfie dans son véhicule. Tout semble donc aller bien pour elle, et c'est normal, étant donné qu'elle a prévu de retrouver des amis un peu plus tard. Rien d'extraordinaire. Juste une soirée comme elle en passe régulièrement depuis qu'elle s'est légalement séparée de son mari. Cathy a confirmé sa présence dans l'après-midi. Alors quand vient l'heure du rendez-vous, ses copines l'attendent de pied ferme. Le hic, c'est qu'elle ne se montre pas. Au début, ses amis ne s'inquiètent pas outre mesure. Peut-être qu'elle a eu un empêchement de dernière minute, ou simplement un problème de voiture. Ce sont des choses qui arrivent. En revanche, rien n'explique le fait que Cathy ne réponde pas du tout au téléphone. Chaque fois que ses copines tentent de l'appeler, elle tombe directement sur sa messagerie, comme si son portable était éteint, ou qu'elle ne captait pas. Patricia Piver, la mère de Cathy, tente elle aussi de la joindre plusieurs fois dans la soirée. Mais tout comme ses amis, elle n'y parvient pas. Une absence de nouvelles qui l'inquiète rapidement. Patricia connaît Cathy par cœur. Et sait que si d'aventure elle se trouve dans l'impossibilité de répondre parce qu'elle est occupée, elle rappelle dès qu'elle est disponible. Cependant, la soirée se passe sans que sa fille ne la contacte. Et le lendemain matin, elle n'a toujours pas donné le moindre signe de vie. Cathy devait rentrer dormir chez sa mère. Alors, où a-t-elle passé la nuit ? Et surtout, où se trouve-t-elle actuellement ? Pourquoi n'a-t-elle pas rallumé son téléphone depuis la veille ? Patricia ignore où est Cathy et a peur qu'elle ait eu des ennuis. Donc elle décide de contacter la police de Simpsonville sans attendre pour leur signaler sa disparition. Les enquêteurs Keith Moorcraft et Cheryl Scofield prennent l'affaire en charge et commencent à organiser les premières recherches. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition de Cathy se propage et 2 de ses amis décident de mener leurs propres investigations de leur côté. Seul l'un d'eux, Wayne Roper, a été nommé dans la presse. L'autre a visiblement souhaité garder l'anonymat. Ces jeunes hommes connaissent les endroits que Cathy fréquente, ou fréquentait auparavant, ce qui leur donne une longueur d'avance sur les autorités.
C'est ainsi que le 25 octobre, tard dans la soirée, ils prennent la direction d'une vieille ferme abandonnée, perdue dans les bois aux alentours de Simpsonville. L'endroit n'est plus habité depuis plus de 20 ans, mais il est bien connu des adolescents de la région. Pour les jeunes du coin, c'est même un point de rendez-vous. Ils viennent régulièrement y faire la fête, boire et fumer à l'abri des regards. Cathy y venait aussi à l'époque, c'est ce qui a guidé le choix de ses amis. Ça et une simple intuition, peut-être que. Wayne et son comparse explorent d'abord l'extérieur de la propriété délabrée, avant de pénétrer dans la maison. Finalement, ils progressent jusqu'à descendre au sous-sol avec leur lampe de poche, en scrutant chacun des recoins sombres et humides de la pièce. C'est là que Wayne tombe sur quelque chose qui le hantera pour le reste de sa vie. Au centre de la cave se trouve une sorte de caisse rectangulaire en béton. Une caisse dans laquelle il découvre le corps de Cathy. La scène est atroce. La dépouille de la jeune femme a été littéralement pliée de sorte à pouvoir être casée dans l'espace confiné. Il est un peu plus de minuit le 26 octobre 2016 quand Wayne Roper compose le 911, la voix tremblante d'émotion. Alors que tout le monde se demandait où était Cathy, elle était en réalité morte depuis plus de 24 heures. Keith et Cheryl, les policiers, arrivent sur les lieux quelques minutes seulement après l'appel d'urgence. Immédiatement, ces deux enquêteurs expérimentés remarquent que le meurtre n'a pas eu lieu dans la cave. La position du corps de Cathy, tout comme l'état de la pièce, l'indique. Elle a été tuée ailleurs, puis on l'a transportée là pour tenter de dissimuler le crime. L'examen préliminaire révèle qu'elle a été poignardée au niveau du cou. C'est cette blessure qui a causé sa mort. La lame du couteau s'est même brisée, restant figée dans la plaie. Après avoir examiné la scène dans son ensemble, Keith conclut rapidement que le coupable connaît les lieux. Ce n'est pas un crime opportuniste commis par un inconnu, mais l'œuvre de quelqu'un qui sait exactement où venir cacher le corps. L'endroit est isolé, difficilement accessible, et surtout il faut connaître son existence pour y penser. Et franchement, vu la gueule des lieux, je préfère pas savoir comment les tueurs les connaissaient. Tandis que l'équipe scientifique procède au premier relevé, Keith et Cheryl se préparent à effectuer une tâche des plus difficiles. Ils doivent annoncer la tragique nouvelle de la mort violente de Cathy à sa famille, mais également à John Blauvelt, son ex-mari. La jeune femme était originaire de Simpsonville, et dans une ville qui ne compte que 20 000 âmes, tout le monde ou presque finit par se connaître au moins de vue. La vie de Cathy a pris un tournant décisif en 2014, année durant laquelle elle a rencontré John. L'homme a alors 26 ans. Et il incarne tout ce que l'Amérique admire chez ses soldats. Sergent-chef dans l'armée américaine, il a servi en Irak et travaille maintenant en tant que recruteur militaire pour le comté de Greenville. Avec son uniforme impeccable, ses rubans de service et ses histoires de déploiement, John impressionne les jeunes de la région. Il est le visage public de l'armée américaine, celui qui vient dans les lycées expliquer aux adolescents pourquoi ils devraient s'engager. Avant de croiser son regard, Cathy travaille dans une sandwicherie, située juste en face du bureau de recrutement de John. C'est là qu'ils se parlent pour la toute première fois. Et le coup de foudre est immédiat. John a une grande confiance en lui, de l'expérience, du charisme et une vie stable. Du haut de ses 20 ans, Cathy le trouve très séduisant et considère même qu'elle vient de toucher le jackpot quand ils se mettent en couple peu après. Durant l'été 2015, John la convainc de s'engager dans l'armée. Elle rêve de suivre ses traces, de porter l'uniforme et de servir son pays. Malheureusement, après tout juste 2 mois d'entraînement, les médecins militaires découvrent que Cathy a un problème à la colonne vertébrale. Elle est donc contrainte et forcée d'abandonner ses ambitions militaires. Et pour elle, c'est une déception énorme. Mais John console sa petite amie et l'aide à passer au-dessus de cette épreuve, ce qui renforce leur relation. Il sort avec Cathy depuis environ 1 an, quand il prend une décision qui surprend tout le monde, à commencer par la famille de madame. Oui, madame, et je pense que vous avez deviné quel genre de carte il a sorti de sa manche. Un jour, Cathy appelle sa mère pour lui annoncer de but en blanc qu'elle vient de se marier avec John. Il n'y a pas eu de cérémonie, et aucun membre de leur famille respective n'a été invité. Le couple a juste contracté un mariage civil expédié en quelques minutes. Après l'annonce de la nouvelle, Patricia est sous le choc. Elle n'a jamais vraiment eu l'occasion d'apprendre à connaître John. Et voilà que sa fille l'épouse sans prévenir personne. Un mariage qui semblait parti sur de bonnes bases, mais n'a duré que quelques mois, avant de se solder par une séparation. En tout état de cause, il est clair qu'au moment de la disparition de Cathy, les relations des deux ex ne sont plus au beau fixe depuis un temps déjà. Cela dit, étant donné qu'ils n'étaient pas encore officiellement divorcés quand elle est décédée, la nouvelle doit quand même être annoncée à John. C'est une procédure standard dans ce type d'enquête.
Le 26 octobre 2016, Keith et Cheryl rencontrent John pour lui apprendre que Katie a été victime d'un meurtre. L'homme a l'air très affecté par ce qu'il entend. Il pleure même un peu. Mais rapidement, son comportement devient très étrange. Au lieu de poser des questions qui viendraient en tête de toute personne choquée dans ce genre de cas, John n'est inquiet que d'une seule chose. Il demande aux policiers s'il est accusé d'un crime et leur dit que le fait d'être filmé le met mal à l'aise. Pour Keith, qui a déjà fait nombre d'annonces de décès à des proches de victimes, cette réaction est un signal d'alarme majeur. Le mari de Katie ne semble en réalité même pas vraiment surpris par la nouvelle de sa mort soudaine, comme s'il savait déjà ce qui lui était arrivé. Sans l'avoir prévu, les enquêteurs repartent avec de sérieux soupçons. John Blauvelt vient sans le savoir de passer du statut de témoin à celui de principal suspect. John a eu une réaction pour le moins étrange, mais ce n'est que le début des découvertes le concernant. Dans les jours qui suivent, Keith et Cheryl commencent à reconstituer les dernières heures de Katie, mais aussi l'histoire du couple. Et ce qu'ils apprennent va progressivement les pousser à regarder John d'une toute autre façon. Parce que derrière l'image du sergent-chef exemplaire se cache quelque chose de bien plus sombre. Il se trouve que le mariage de John et Katie s'est en fait rapidement transformé en cauchemar pour elle. L'homme possède une maison qui compte 4 chambres à Fountain Inn, une ville voisine de Simpsonville. En théorie, c'est l'endroit parfait pour un jeune couple qui veut fonder une famille. Alors après sa lune de miel avec John, c'est avec des rêves plein la tête que Katie y emménage. Seulement, loin de devenir un foyer familial aimant, la maison de son époux se change très vite en point de rendez-vous pour les adolescents des environs. John travaille régulièrement dans les lycées de la région pour recruter de futurs soldats et en profite pour inviter les élèves chez lui. Officiellement, ce n'est que pour créer du lien et les convaincre à s'engager. Mais en vérité, ces soirées finissent toujours par dégénérer. Les mineurs invités consomment de l'alcool, de la marijuana et parfois des drogues plus dures, comme de la cocaïne et du LSD. Tout ça en présence d'un sergent-chef de l'armée américaine censé défendre les valeurs de son pays. Pour Katie, qui rêvait d'une vie de famille tranquille, c'est la descente aux enfers. Tu m'étonnes, avec ta baraque qui devient une crack house pour mineurs. Sa maison de rêve est devenue un lieu de rassemblement festif pour lycéens. Et son mari préfère visiblement passer ses soirées avec eux plutôt qu'avec elle. Forcément, les disputes font rage dans le couple. Mais quand Katie exige que John ne donne plus de fêtes chez eux, il refuse catégoriquement. Pire encore, il semble se rapprocher de plus en plus d'Anna Thompson, une adolescente de 17 ans, qui y participe régulièrement. La situation devient rapidement intenable pour Katie. Alors, moins de 3 mois après son mariage, elle prend une décision radicale. Elle quitte le domicile conjugal pour retourner vivre chez sa mère et dépose une demande de divorce. C'est là que les vrais problèmes commencent. Le 26 février 2016, soit 8 mois avant le meurtre, la police est appelée au domicile de John suite à un signalement du père d'Anna. Ce dernier s'inquiète parce que sa fille est introuvable depuis 2 semaines. Mais ce soir-là, l'intervention des forces de l'ordre ne se déroule pas comme prévu. John refuse d'ouvrir la porte de sa maison et ordonne aux mineurs présents de ne pas sortir. Il faut que plusieurs policiers dégainent leurs armes pour le convaincre de coopérer. Après son coup d'éclat, John est arrêté et inculpé pour contribution à la délinquance d'un mineur. Son image de militaire modèle vole alors en morceaux, remplacée par une photo d'identité judiciaire peu flatteuse. Et ça, c'est que le début, parce que le lendemain de cette interpellation, Katie se rend au commissariat pour porter une accusation bien plus grave encore contre son mari. Elle explique qu'un mois plus tôt, en janvier 2016, John l'a menacée avec une arme à feu. Selon les déclarations de Katie, il a pointé un pistolet sur sa tête en disant qu'il allait la tuer et a affirmé qu'il s'en prendrait à sa famille si elle le quittait. Cette révélation conduit à une seconde inculpation, cette fois pour violence domestique et à l'émission d'une ordonnance de restriction. John n'a plus le droit d'approcher Katie ou de la contacter. Pour l'armée américaine, c'est inacceptable. Il est tout bonnement impossible qu'un sous-officier accusé de violence domestique et de corruption de mineurs puisse continuer à représenter l'institution militaire. Les conséquences ne se font pas attendre. John est immédiatement suspendu de ses fonctions de recruteur, rétrogradé et affecté à un poste purement administratif. Il est isolé dans un petit bureau, son salaire est fortement revu à la baisse, et l'armée ouvre une enquête en vue de le licencier. En d'autres termes, sa carrière est terminée, et il le sait. Pour un homme qui n'était jusque-là défini que par ses fonctions militaires,
c'est un effondrement total. Une chute vertigineuse dont John tient Cathy pour responsable. Il n'hésite pas à proférer des menaces explicites contre son ex devant des témoins, quand il ne répète pas à qui veut l'entendre qu'elle a ruiné sa vie et qu'il va lui faire payer. John accuse formellement Cathy d'avoir détruit la seule chose qui comptait vraiment pour lui, sa carrière militaire. Oui, bien sûr, et je suis le 5e Beatle. Forcément, quand les enquêteurs apprennent tout ça après le meurtre de Cathy, ils pensent que John a quelque chose à voir avec celui-ci. Et je vous rassure, ils sont pas les seuls. Moi aussi, je pense ça. Sauf que, malgré tous les témoignages accablants qu'ils ont recueillis, ils n'ont pas encore de preuves physiques qui puissent leur permettre de l'arrêter. Reste à savoir comment l'intéressé compte justifier tout ça. Le 2 novembre 2016, soit une semaine après la découverte du corps de Cathy, Keith et Cheryl convoquent John pour un interrogatoire officiel. Il se présente au commissariat avec une attitude désinvolte, presque arrogante, et semble convaincu qu'il est plus intelligent que les policiers. Quand les enquêteurs lui demandent directement s'il a tué Cathy, John répond un non catégorique. Il prétend ne pas avoir vu son ex depuis des mois et ne pas savoir ce qui lui est arrivé. John dit que son mariage avec Cathy a été un échec depuis le début et qu'ils se disputaient constamment, mais qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il admet même avoir été lui rendre hommage au salon funéraire, accompagné d'Anna Thompson. Quand ils entendent ça, Keith et Cheryl sont interloqués. Quel homme amène sa nouvelle petite amie de 17 ans avec lui quand il va voir le corps de son ex? Il y a quand même plus classe que ça comme hommage, ou comme premier rendez-vous en début de relation. En plus de ça, ce gars de 28 ans sort avec une adolescente de 17 et l'assume dans le plus grand des calmes. De base, on peut se dire qu'il n'est pas très net. Et d'ailleurs, l'attitude de John ne fait que renforcer les soupçons des enquêteurs, qui décident d'interroger également Anna. Une fois au commissariat, elle prétend ne rien savoir au sujet du meurtre de Cathy. Mais son comportement trahit sa nervosité. Lorsque les policiers lui montrent une photo d'autopsie, Anna refuse de la regarder et demande à partir. Elle pleure, répète qu'elle veut aider mais qu'elle ne peut pas, et finit par quitter les lieux. Il est clair pour tout le monde qu'elle en sait beaucoup plus qu'elle le dit. Mais Keith et Cheryl décident de ne pas la brusquer pour l'instant, en espérant qu'elle finira par parler. Tandis que l'enquête se poursuit, le téléphone portable et l'ordinateur de John sont analysés. Et son historique de recherche internet se révèle pour le moins troublant. Entre le 18 octobre et le 1er novembre 2016, soit à la période où le meurtre a eu lieu, il a effectué plusieurs recherches franchement étranges sur Google. Comment aiguiser un couteau? Quand la police peut-elle mettre votre téléphone sur écoute? Et allez, une petite dernière pour la route. Que faire quand ma femme meurt? John a aussi recherché obsessionnellement des informations sur l'enquête, en tapant Cathy Simpsonville ou Blauvelt Greenville, des dizaines de fois. Ces recherches suggèrent que John a planifié le meurtre de Cathy et qu'il a tenté de se préparer aux conséquences juridiques de son acte. Les analystes découvrent également que la dernière fois que la victime a utilisé son téléphone, c'était le 24 octobre à 16h17, le fameux selfie qu'elle avait pris dans sa voiture au cours de l'après-midi. À 17h03, le même jour, John a appelé Anna. Une minute plus tard, à 17h04, il lui a envoyé « Regarde ton Snapchat » sur Snapchat. Non mais il est con ou quoi? C'est comme appeler quelqu'un juste pour lui dire de décrocher son téléphone. C'est rassurant de savoir qu'on donne une arme à ce genre de phénomène. Bon, et le contenu du message que John voulait absolument qu'analyse a curieusement été supprimé de son téléphone. Le 18 novembre 2016, la police de Simpsonville obtient enfin un mandat d'arrêt contre lui pour meurtre et possession d'armes lors de la commission d'un crime violent. Mais quand les policiers se rendent chez John, ils ne l'y trouvent pas. Sa maison est déserte et son SUV GMC Yukon rouge n'est pas dans l'allée non plus. Les voisins ne l'ont d'ailleurs pas vu depuis plusieurs jours. Comme par hasard, 3 jours plus tard, le 21 novembre, les parents d'Anna signalent sa disparition. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour deviner que le couple a pris la fuite ensemble. C'est là le début d'une traque qui va durer un bon moment. L'US Marshal Service prend en charge l'enquête dirigée par le marshal Will Cook. Mais même pour ces spécialistes de la chasse aux fugitifs, John représente un défi de taille. Bah oui, contrairement à la plupart des criminels en fuite, il a été formé par l'armée américaine aux techniques de survie et d'évasion. Il sait comment éviter la détection, se procurer de faux papiers et survivre dans la nature. En plus, il voyage avec Anna, ce qui complique encore cette chasse à l'homme. Les autorités s'inquiètent pour la sécurité de l'adolescente. Parce que si John a été capable de tuer une femme adulte qu'il a épousée,
Qu'est-ce qu'il serait capable de faire à une jeune fille de 17 ans? Les premiers indices découverts suggèrent qu'il se dirige vers l'ouest avec Anna. Des caméras de surveillance les repèrent dans plusieurs États, l'Alabama, le Texas et le Nouveau-Mexique, comme s'il fonçait vers la côte pacifique. Mais à chaque fois que les marshals arrivent dans une ville, le couple a déjà disparu. John semble avoir toujours une longueur d'avance sur ses poursuivants. En décembre 2016, soit un mois après le début de sa cavale, les autorités obtiennent enfin une piste concrète grâce à Anna. L'adolescente a appelé ses parents depuis Eugene, dans l'Oregon, pour leur dire qu'elle voulait rentrer chez elle et avait besoin d'aide. Mais quand les marshals arrivent sur place, ils ne trouvent qu'Anna. John a déjà quitté la zone. Interrogée par les enquêteurs après son retour, elle affirme qu'elle ne sait pas où il est allé. Anna raconte qu'ils ont dormi dans le SUV de John, ou dans des abris de fortune pendant des semaines. Ça a duré jusqu'à ce qu'il bloque son véhicule dans la boue, quelque part dans les montagnes. Le couple a alors dû l'abandonner et marcher des kilomètres pour regagner la civilisation. Après ça, ils en ont été réduits à mendier dans les rues pour survivre. Jusqu'à ce qu'ils se séparent, parce qu'Anna en avait marre. La cavale romantique qu'elle avait peut-être imaginée a tourné au vinaigre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais ça n'est pas tout ce qu'Anna révèle à la police, parce qu'au fil de l'interrogatoire, elle finit par avouer qu'elle a des informations sur le meurtre de Cathy. John est bien celui qui a tué sa femme. Puis il a demandé à sa petite amie de 17 ans de mentir aux policiers lors de son premier interrogatoire, en lui promettant qu'il la protégerait. L'adolescente admet qu'elle l'a effectivement aidé le jour des faits, mais qu'elle l'a fait uniquement parce qu'elle ne savait pas qu'il comptait commettre un crime. Anna dit avoir conduit John près du PetSmart où travaillait Cathy le 24 octobre, puis être reparti. Plus tard dans la journée, il lui a demandé de l'aider à cacher le véhicule de son ex. C'est seulement à ce moment qu'Anna s'est dit qu'il avait certainement fait quelque chose de très grave. John s'est confié à elle pendant leur cavale et lui a décrit avec précision comment il s'y est pris pour se débarrasser de Cathy, du violent coup de couteau qu'il lui a porté au cou, jusqu'à la ferme abandonnée dans laquelle il a délaissé son corps. À en croire Anna, Cathy avait promis à John de ne pas contacter la police s'il la laissait partir. Mais ça n'a pas influé sur sa décision. Seulement, les enquêteurs s'interrogent. Peuvent-ils vraiment faire confiance à une mineure qui leur a déjà menti plusieurs fois ? En plus, les détails de son histoire varient selon les interrogatoires. L'ennui, c'est qu'Anna est peut-être la seule qui puisse les aider à retrouver John, même si elle affirme ne plus avoir de contact avec lui. Il décide donc de ne pas l'inculper immédiatement, en espérant que ce choix paiera un jour. Une décision qui va se révéler prophétique. Pendant les années qui suivent, les marshals reçoivent occasionnellement des informations de la part de personnes qui prétendent avoir vu John. Mais chacune de ces pistes se révèle être une fausse alerte. John semble avoir complètement disparu de la surface de la Terre. Il ne commet plus aucun crime, n'utilise pas ses vrais papiers d'identité et évite soigneusement de se mettre dans une situation qui pourrait le trahir. En 2019, l'affaire est diffusée dans l'émission In Pursuit with John Walsh. Les autorités espèrent que cette exposition médiatique permettra de générer de nouveaux indices. Mais il n'en est rien. Pour les enquêteurs comme pour la famille de Cathy, c'est une période de frustration intense. Keith Moorcraft prend même sa retraite en 2020, alors que l'affaire demeure irrésolue. Et ça l'affecte énormément. La mère de Cathy, Patricia Piver, commence à perdre espoir. Elle se dit que John est peut-être finalement assez malin pour échapper définitivement à la justice. Mais en 2022, 6 ans après le début de sa cavale, un élément bouleverse le cours des choses. Anna Thompson, maintenant âgée de 23 ans et plus mature, contacte spontanément les enquêteurs. Elle leur révèle un secret qu'elle a gardé pendant toutes ces années. Elle n'a en réalité coupé contact avec John qu'en 2019. Au début, ils parlaient sur Facebook Messenger, puis ils sont passés sur Snapchat. Après le retour d'Anna à Simpsonville, elle échangeait des messages avec John tous les jours, pendant des heures, sans que personne dans son entourage ne soit au courant. La jeune femme explique qu'avec le temps, elle a réalisé que ce qu'elle faisait était mal. En mûrissant, elle a peu à peu pris ses distances avec John et compris qu'elle se devait d'aider les enquêteurs à le retrouver. C'est ainsi qu'Anna en vient à révéler au marshal que le fugitif qu'il recherche est resté dans l'Oregon, où il vit avec sa nouvelle compagne depuis plusieurs années. Ces informations relancent complètement l'enquête. L'équipe spécialisée dans les affaires complexes de l'US Marshal Service reprend le dossier avec un regain d'énergie. Grâce aux informations données par Anna, les marshals du Pacifique Nord-Ouest parviennent à localiser John dans la région de Medford. Ils identifient même une adresse précise située dans un quartier résidentiel, qui est probablement celle de la mystérieuse femme chez qui il réside. Le 20 juillet 2022,
Les Marshals lancent alors l'opération finale. Le matin du 20 juillet 2022, Chris Tamayo et son équipe de marshals fédéraux se positionnent discrètement autour d'une maison de Medford, en Oregon. L'excitation les gagne parce qu'après de longues années de travail, ils sont peut-être sur le point de capturer l'un des fugitifs les plus recherchés du pays. Vers 9h du matin, un homme sort du logement, torse nu, pour aller chercher quelque chose dans l'allée. Les marshals n'ont qu'une fraction de seconde pour s'assurer qu'il s'agit de John avant de passer à l'action. C'est là qu'ils remarquent un détail qui va tout changer. Un tatouage sur le bras droit de l'homme. Un pirate, très similaire à celui qu'avait John Blauvelt lors de ses entrevues avec les enquêteurs en 2016. En l'apercevant, les marshals n'hésitent plus et foncent sur lui. L'individu obéit à leurs ordres, visiblement sous le choc. Mais quand les agents lui demandent son nom, il répond qu'il s'appelle Ben Klein. Seulement les marshals, loin d'être dupes, avaient prévu le coup. Ils sortent un appareil portable de prise d'empreintes digitales et procèdent à un test. En moins de 5 minutes, la vérité éclate. Ben Klein est en réalité John Blauvelt, un homme de 33 ans, activement recherché pour le meurtre de sa femme. À cet instant, John comprend que c'est fini. Sa cavale longue de 6 années vient de se terminer dans une allée de banlieue de l'Oregon. Quand les marshals fouillent la maison, ils découvrent un pistolet posé sur la table de nuit. Pour les agents, c'est révélateur. Si John avait été armé au moment de l'arrestation, l'opération aurait pu tourner au drame. Il rencontre aussi la compagne de John, qui rentre chez elle quelques heures après son arrestation. La femme est complètement sonnée et s'effondre quand les marshals lui expliquent pourquoi ils ont interpellé Ben. Elle révèle qu'ils vivent ensemble depuis décembre 2016 et qu'elle n'a jamais eu le moindre soupçon concernant la véritable identité de son concubin. Pour elle, il n'y avait pas de John Blauvelt, seulement Ben Klein, un homme ordinaire qui faisait des petits boulots et gardait ses animaux domestiques. Le fameux voisin sans histoire, qui est en réalité un meurtrier. Cette arrestation met fin à l'une des traques les plus longues de l'histoire récente de l'US Marshal Service. John est immédiatement transféré en Caroline du Sud pour faire face aux charges qui pèsent sur lui. Il a beaucoup de réponses à apporter, parce que depuis le départ, tout le monde se demande ce qui a pu pousser cet ancien soldat à la carrière si prometteuse à tuer. John est né dans une famille de militaires et rêvait de porter l'uniforme et de servir son pays depuis son plus jeune âge. Il s'est engagé dans l'armée américaine et a progressivement gravi les échelons jusqu'au grade de sergent-chef. Puis il a effectué plusieurs déploiements en Irak, où il a acquis une solide expérience du combat et des techniques de survie. À son retour aux États-Unis, l'armée lui a confié une mission prestigieuse, devenir recruteur militaire, un poste qui correspondait parfaitement à la personnalité de John. Il aimait être au centre de l'attention, raconter ses histoires de guerre et impressionner les plus jeunes avec ses médailles et ses décorations. Dans la région de Greenville, John est rapidement devenu une figure connue et respectée. Il intervenait dans les lycées et participait aux événements communautaires, véhiculant l'image du soldat américain idéal. Alors pourquoi sacrifier cette carrière dont il a tant rêvé ? Eh ben, ceux qui ont vécu avec John le disent manipulateur, narcissique et incapable d'accepter la moindre contradiction. Il a un besoin viscéral d'être constamment admiré et ne supporte pas qu'on remette son autorité en question. Quand il a rencontré Cathy en 2014, John avait 26 ans. Et elle en avait 20. La différence d'âge et d'expérience ont joué en sa faveur. Cathy était vraiment impressionnée par cet homme en uniforme, qui avait voyagé et servi son pays. John a utilisé son statut de militaire pour les séduire, elle, et de nombreux adolescents de la région. Il a transformé sa maison en lieu de fête, se positionnant comme le grand frère cool, qui permettait aux mineurs de faire ce que leurs parents leur interdisaient. Parmi ces adolescents, il y avait Anna Thompson, qui a rapidement développé une obsession pour John. Elle était toujours derrière lui et prête à tout pour lui plaire. Une situation dont il a allègrement profité parce que ça flattait son ego surdimensionné. Quand Cathy a réalisé ce qui se passait dans sa propre maison et exigé que son mari mette fin à ses fêtes, elle a en quelque sorte signé son arrêt de mort. John n'a pas supporté qu'une femme lui donne des ordres, surtout devant ses disciples adolescents. La séparation du couple en février 2016 n'a été que le début du problème. Quand Cathy est partie, John y a vu une humiliation publique. Et ce qui a suivi a achevé sa masculinité déjà fragile. Son arrestation pour corruption de mineurs et les accusations de violence domestique portées par son ex ont déclenché une réaction en chaîne désastreuse pour sa carrière. Incapable de se remettre en question ou de reconnaître ses torts, John a reporté toute la faute sur Cathy. Les enquêteurs ont même découvert une liste de tâches collée sur son réfrigérateur
qui comportait la mention « Se débarrasser de Cathy pour de bon ». Mais attention, rebondissement, il n'a pas écrit ça lui-même. C'est Alice Somerville, une adolescente de 16 ans que John avait complètement embobinée, qui l'a fait. À la base, c'était une amie de Cathy. Mais son époux avait réussi le tour de force de retourner tous les mineurs qui venaient à ces fêtes contre elle. John leur avait fait croire que sa femme était l'ennemi, qui voulait les priver de leur petit paradis de défonce et de liberté. Bref, s'il n'a pas dressé cette liste, il a écrit quelque chose de bien pire dans son journal intime. I did it. Littéralement, je l'ai fait. De sa propre main. On peut difficilement faire plus con, c'est comme s'il s'était pointé devant les enquêteurs avec un panneau clignotant disant « C'est moi le meurtrier ». Pour le faire, comme dit John, il a d'abord tenté de recruter des gens, en proposant à plusieurs personnes de les payer pour l'aider à tuer Cathy. Il leur a expliqué qu'ils allaient toucher 100 000 $ de prime d'assurance décès après la mort de sa femme, et qu'il était prêt à partager cette somme si on lui filait un coup de main. Heureusement, aucune de ces personnes n'a accepté. Mais ça prouve largement la préméditation du meurtre de Cathy. Le 24 octobre 2016, John a finalement décidé de passer à l'acte seul. Il ne pouvait plus attendre. Sa carrière militaire était finie, sa réputation détruite, et il voulait sa vengeance. John savait que Cathy travaillait chez PetSmart et connaissait ses horaires. Il a donc demandé à Anna de le conduire près du magasin PetSmart, puis a intercepté Cathy quand elle a quitté son poste vers 14h15. On ne sait pas exactement comment il l'a convaincue de le faire, mais elle a accepté d'aller à la ferme abandonnée avec lui quelques heures plus tard. Cathy et John ont déjà été là-bas plusieurs fois quand ils étaient ensemble. Et si c'est un endroit idéal pour faire la fête tranquille, ça l'est aussi pour commettre un meurtre. Une fois sur place, l'homme a violemment poignardé sa femme au cou, avec un couteau de cuisine, à l'extérieur de la maison en ruine. Elle est sans doute morte en quelques minutes d'une hémorragie sévère. John a ensuite caché le corps de Cathy dans la caisse en béton située à la cave. Puis il a jeté son téléphone dans l'eau et a dissimulé les traces de sang avec de la terre. Après ça, il a immédiatement contacté Anna et ils ont déplacé ensemble le véhicule de la victime pour l'abandonner sur un parking. John comptait sur la maîtrise de soi qu'il devait à son entraînement militaire et sur ses capacités de manipulation pour tromper les enquêteurs. Mais il s'est visiblement surestimé, et de loin, parce qu'il s'est trahi dès l'annonce de la découverte du corps de Cathy. Les proches de la jeune femme avaient en réalité déjà donné son nom aux policiers, parce qu'ils savaient ce qu'il lui avait fait subir dans l'intimité. En dépit de tout ça, John n'a pas pu s'empêcher de jouer au plus malin. Et ça n'a pas joué en sa faveur. Quand il a finalement réalisé que les enquêteurs le suspectaient, il a pris la fuite avec Anna, probablement pour s'assurer de son silence. Durant 6 ans, John a vécu sous une fausse identité dans l'Oregon, jusqu'à parvenir à convaincre une femme qu'il était un citoyen tout à fait ordinaire, nommé Ben Klein. Sauf qu'en ne coupant pas contact avec Anna, il a commis une terrible erreur. Cette décision a finalement causé sa perte, quand l'adolescente, devenue adulte, a décidé de coopérer avec la justice. Anna était mineure quand elle est tombée amoureuse de John. Elle traversait sûrement une période difficile de son adolescence et il était là pour l'écouter. John a valorisé Anna en lui donnant l'impression d'être spéciale. Il lui a fait croire qu'elle était différente des autres à ses yeux, qu'elle comptait vraiment pour lui et que leur relation était unique. En d'autres termes, il a fait du grooming, comme disent les Anglais. Et Anna est complètement tombée sous son emprise. Elle a développé une obsession pour John, qui l'aveuglait complètement, si bien qu'elle en est venue à détester Cathy, qu'elle voyait comme un obstacle à sa relation avec son petit ami. Quand cette dernière a quitté le domicile conjugal en février 2016, Anna s'est immédiatement installée chez John, pour officialiser tout ça, en quelque sorte. Elle avait 17 ans, lui en avait 28. C'était à la fois illégal et immoral. Mais personne n'est efficacement intervenu. Les parents d'Anna ont bien essayé de récupérer leur fille, ce qui a d'ailleurs conduit à l'intervention policière du 26 février 2016. Mais elle refusait obstinément de rentrer chez elle. Quand John lui a demandé de le déposer devant l'animalerie PetSmart le 24 octobre, Anna pensait simplement lui rendre service. Lorsqu'il lui a confié qu'il avait tué Cathy, l'adolescente était horrifiée. Mais étant donné qu'elle avait déjà pris la route avec lui, elle pensait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Pendant les 6 années qui ont suivi, elle a tout de même gardé son secret. Elle a maintenu le contact avec lui pendant 3 ans et a menti aux enquêteurs à chaque fois qu'ils l'ont interrogée. Ce n'est qu'en 2022 qu'Anna a enfin trouvé le courage de dire la vérité. Cette décision, qu'elle pensait nécessaire pour le salut de son âme, a aussi permis l'arrestation du meurtrier de Cathy. Mais ça ne la protège pas des conséquences de ses propres actes, auxquels elle va devoir également faire face.
En octobre 2022, soit 3 mois après l'arrestation de John, Anna est inculpée à son tour. Elle fait face à 5 chefs d'accusation, dont dissimulation de crime, entrave à la justice et complicité après les faits. Si Anna est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risque jusqu'à 55 ans de prison. C'est le prix à payer pour avoir protégé un meurtrier pendant 6 ans. Anna plaide non coupable et obtient sa libération sous caution dans l'attente de son procès. En septembre 2024, soit 8 ans après le meurtre de Cathy, John comparaît enfin devant le tribunal de Caroline du Sud. L'homme de 35 ans fait face à 2 chefs d'accusation, meurtre et possession d'armes lors de la commission d'un crime violent. Le procès attire une attention médiatique considérable. L'accusation est composée de 2 procureurs expérimentés du bureau du procureur général de Caroline du Sud. Ils ont eu des années pour préparer leur dossier et sont assez confiants. La défense de John, elle, compte remettre en question la fiabilité des témoignages et jouer sur l'absence de preuves ADN directes. Les procureurs exposent au jury la radiographie du cou de Cathy, qui montre la lame de couteau brisée, encore figée dans ses chairs, ou le t-shirt qu'elle portait le jour de sa mort, sur lequel on peut voir distinctement le trou laissé par la lame. L'historique des recherches internet de John et le « je l'ai fait » écrit dans son journal intime sont particulièrement accablants. Plus troublant encore, l'accusation révèle que l'ADN de son mari se trouvait sous les ongles de Cathy. Mais le moment que tout le monde attend dans la salle d'audience, c'est le témoignage d'Anna Thompson. Maintenant âgée de 25 ans, la jeune femme manipulée par John durant son adolescence prend place à la barre pour témoigner contre l'homme qu'elle a aimé. Anna dit absolument tout, et son témoignage est crucial pour l'accusation. Étant donné que John n'a fait aucun aveu, c'est elle qui raconte le déroulé du meurtre. Sauf que la défense attaque immédiatement sa crédibilité. Les avocats soulignent qu'au vu de ce qu'elle risque pour ses propres crimes, elle témoigne peut-être dans son intérêt avant tout. Quitte à mentir à nouveau, voire inventer ou exagérer certains détails, afin d'obtenir l'indulgence des procureurs dans son procès à venir. La défense s'en prend ensuite aux preuves physiques existantes. Elle souligne que l'ADN de John n'a pas été trouvé sur la scène de crime, à l'exception des traces présentes sous les ongles de Cathy. Ce dernier point ne prouve d'ailleurs en rien qu'il l'a tuée, juste qu'il a été en contact avec elle avant le meurtre. Concernant l'historique internet de John, la défense argue que rechercher comment aiguiser un couteau ou que faire quand ma femme meurt n'est pas une preuve non plus. Ce pourrait être de simples curiosités ou des recherches pour autre chose, genre l'écriture d'un script de vidéo YouTube. Ça, c'est moi qui le dis, pas les avocats. Quant au « je l'ai fait » écrit dans le journal de John, ils prétendent que ça peut concerner à peu près n'importe quelle chose qu'il a déjà faite. Le procès dure 4 jours. Et le 20 septembre 2024, après environ 5 heures de délibération, le jury rend son verdict. John Blauvelt est reconnu coupable de meurtre et de possession d'armes lors de la commission d'un crime violent. L'annonce du verdict provoque une intense émotion dans la salle d'audience. John, quant à lui, reste impassible à l'énoncé du verdict. L'homme à l'ego surdimensionné, qui se croyait plus intelligent que tout le monde, vient de comprendre qu'il va vraisemblablement passer le reste de sa vie en prison. Et effectivement, la sentence tombe comme un coup près. John est immédiatement condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le meurtrier fait appel en février 2025. Ses avocats espèrent obtenir un nouveau procès au motif qu'il y a eu des erreurs de procédure. Mais au vu de la solidité du dossier, leurs chances de succès sont minces. La décision quant à cet appel n'est pas encore connue, et John reste détenu à la Kirkland Correctional Institution. En mars 2025, Anna n'a pour sa part pas encore été jugée, et elle est toujours libre. Une liberté dont elle devrait profiter, vu qu'elle risque jusqu'à 55 ans de prison. L'affaire Cathy Blauvelt illustre parfaitement le dicton « l'habit ne fait pas le moine ». John portait l'uniforme et avait juré de défendre les valeurs américaines. Pourtant, il a été capable de tuer froidement la femme qu'il avait épousée. Le tout en se servant d'une adolescente vulnérable avec qui il s'est payé le luxe de sortir. Pour la famille de Cathy, la condamnation de John marque la fin d'un chapitre douloureux. Voici pour cette affaire un peu folle, on va pas se mentir. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Caporal en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, c'est juste là, et à liker la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.